Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro du cycle des webinaires TRIS consacré à l'adaptation. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir Myriam Maestroni, chef d'entreprise, présidente aujourd'hui de la fondation E5T, organisatrice des fameuses universités de l'énergie de La Rochelle, pour aborder ce thème. Donc, je commencerai par faire un petit point un peu juridique et Myriam, elle, abordera les choses de manière peut-être et même très certainement plus pratique. Alors, pourquoi ce thème de l'énergie dans le thème de l'adaptation? Parce que la taxonomie, mais pas que, tout le sujet climatique repose sur deux jambes. Celui de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, celui de l'adaptation. Et ce thème de l'adaptation s'applique aussi à l'énergie, même si d'habitude on aborde le sujet plutôt sous l'angle de la réduction. L'adaptation, elle concerne en fait tous les aspects de l'énergie. Bien entendu, j'y reviendrai, les réseaux et les infrastructures qui doivent faire preuve de résilience à l'égard du dérèglement climatique, mais pas seulement. Toutes les énergies, et même les énergies renouvelables, euh, sont soumises à la question de l'adaptation. Alors, pour bien voir de quoi il s'agit et qu'est-ce que cela représente, je pense que le mieux est de se reporter au règlement délégué de l'Union européenne du 4 juin 2021 qui définit une véritable méthodologie pour apprécier si une énergie renouvelable répond bien à l'impératif d'adaptation, étant précisé que, étant renouvelable, elle est verte, à la condition, puisque c'est l'organisation même de la taxonomie, à la condition de ne pas porter une atteinte notable à un des autres objectifs environnementaux, dont celui d'adaptation. Alors, quelles sont les énergies concernées? Toutes les énergies renouvelables, la production d'électricité, solaire, solaire concentré, solaire photovoltaïque, éolienne, technologie marine, centrale hydroélectrique, énergie géothermique, gaz, combustible gazeux et liquide renouvelable d'origine non fossile, bioénergie, mais aussi toutes les activités liées aux énergies, le transport, le stockage, très important, la distribution de l'électricité, d'énergie thermique et d'hydrogène, la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports et tous les bioliquides. Sont également concernés, bien entendu, et on n'en parle pas très souvent, et pourtant c'est très important, les réseaux de chaleur et de froid, pompe à chaleur électrique, cogénération chaleur-froid et d'électricité à partir du solaire, de la géothermie, de la bioénergie ou à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d'origine non fossile. Donc, pour toutes ces productions énergétiques, qu'il s'agisse d'électricité, de chaleur, de froid, de stockage, et on a la même méthodologie qui ensuite fait l'objet de quelques amodiations pour tenir compte des différentes thématiques. Cette méthodologie, elle commence par la connaissance du risque climatique, parce que l'adaptation, c'est avant tout l'adaptation au risque climatique. Alors, cette connaissance du risque climatique se fait par une évaluation dont les conditions sont précisées et qui intègre des solutions d'adaptation. Tout d'abord, il faut que l'activité économique ait mis en œuvre des solutions physiques et non physiques, dites solutions d'adaptation, qui réduisent de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs. Les risques climatiques physiques sont énumérés, je vous en fais grâce, à l'appendice A de l'annexe de la directive, avec une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité au dérèglement climatique. Il faut un examen de l'activité visant à déterminer les risques climatiques physiques
qui pourraient influer sur le déroulement de l'activité économique pendant la durée escomptée. Risque climatique physique, ça peut être des tempêtes, ça peut être des inondations, ça peut être des submersions, ça peut être des coulées de boue, ça peut être des ouragans. Voilà, c'est tous ces risques-là. Lorsqu'il est constaté que l'activité est exposée à un ou plusieurs risques climatiques physiques, une évaluation des risques et de la vulnérabilité doit être faite pour cette activité, de même que doivent être évaluées les solutions d'adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques ainsi déterminés. Comment évalue-t-on ces risques et la vulnérabilité liés au climat? Alors, s'agissant, là, on va rentrer plus dans le détail et dans la durée de vie escomptée de l'investissement. Si on a une durée de vie escomptée inférieure à 10 ans, il faut le minimum, disons, de projection climatique sur une petite échelle, puisque c'est 10 ans. Pour toutes les autres activités, l'évaluation est réalisée sur la base des projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible, selon les scénarios pour l'avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l'activité, avec à minima des scénarios sur 10 à 30 ans. Il est évident que dans ce domaine, les scénarios du GIEC d'abord, qui sont globaux, puis les scénarios nationaux, ça peut être chez nous, RTE, l'ADEME et d'autres évaluations peuvent être utilisées. Ensuite, à partir de là, on essaye de tenir compte des techniques scientifiques de pointe pour analyser précisément la vulnérabilité et les risques, ainsi que les méthodologies connexes, en utilisant les publications scientifiques et de préférence des modèles open source. On en vient enfin aux solutions d'adaptation. Alors, les solutions d'adaptation, il y en a plusieurs. Il y a d'abord toutes celles qui sont sans conséquence, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'incidence négative sur les efforts d'adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques d'autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et des autres activités économiques. Ce sont des solutions sans regret en réalité. Alors, elles incluent un certain nombre de profils qui sont définis par le GIEC et également les rapports d'évaluation sur le changement climatique, incidence, adaptation et vulnérabilité, qui sont des rapports spécifiques faits par le GIEC. Je rappelle que le dernier est sorti en février 2022 et a fait couler beaucoup d'encre. Les solutions à privilégier sont les solutions qui sont fondées sur la nature ou qui s'appuient sur des infrastructures bleues ou vertes. Elles doivent être compatibles avec les stratégies et plans d'adaptation menés au niveau local, sectoriel, régional ou national. Elles doivent être suivies et mesurées à l'aune d'indicateurs prédéfinis avec des actions correctives lorsque les indicateurs ne sont pas atteints. Enfin, lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle les critères d'examen technique ont été spécifiés dans l'annexe, la solution doit satisfaire à ces critères d'examen technique. Cette grille de lecture, que l'on retrouve dans tous les domaines de la directive avec des modalités qui peuvent varier, sort de la taxonomie européenne. Donc, elle est applicable pour apprécier si un investissement est durable. Mais je dirais que de manière plus générale, il n'existe pas 150 méthodologies pour apprécier si un modèle énergétique est ou non qualifié pour l'adaptation des règlements climatiques. Cette méthodologie est donc particulièrement intéressante. Si on est dans le cadre de la taxonomie, je rappelle que cet examen doit être complété par la justification de ne pas porter une atteinte notable aux autres objectifs de la taxonomie. Bon, s'agissant des énergies renouvelables, bien entendu, le premier objectif, c'est-à-dire l'objectif réduire les émissions de gaz à effet de serre est atteint, mais il reste la biodiversité qui peut, dans certains cas, être un obstacle, la lutte contre les préventions,
la protection des milieux hydriques et marins et l'inscription dans l'économie circulaire. Voilà donc une base qui concerne les renouvelables. Mais comme dirait l'autre, il n'y a pas que les renouvelables. Pour le nucléaire, qui, comme vous le savez, a été reconnu par l'Union européenne comme une énergie de transition, même si ce classement est contesté aujourd'hui devant le tribunal de l'Union européenne, a fait l'objet d'un certain nombre d'obligations dans le cadre du règlement délégué du 15 juillet 2022. En effet, beaucoup de critiques ont été émises par les organismes chargés de donner leur avis sur l'intégration du nucléaire dans la taxonomie verte au regard de cette obligation de ne pas nuire à d'autres objectifs. Alors bien sûr, il y a la question des déchets et le principe de précaution, mais la question de l'adaptation a été beaucoup discutée tout simplement parce que le fait que les centrales nucléaires ne puissent fonctionner qu'avec énormément d'eau pose des problèmes divers. Pour les centrales dites humides, c'est-à-dire celles qui sont au bord de fleuves, la question, c'est celle de la sécheresse et de l'insuffisance du niveau d'eau pour refroidir, et sans aller jusque-là, le fait qu'à un certain niveau de température de l'eau, la faune meurt. Et donc, le respect de la biodiversité impose de ne pas dépasser un certain nombre de degrés. Donc ça, c'est un vrai souci qui pose une question de base, si je puis dire, quant à l'adaptabilité de la production d'énergie nucléaire au regard des règlements climatiques. Pour les centrales qui sont en bord de mer, l'eau, on l'a. La question, c'est de savoir si on n'en a pas trop. C'est-à-dire, c'est le sujet des risques de submersion et, dans certains cas, le risque lié à l'érosion de la côte, qui notamment se pose sur toute la côte atlantique. Donc, c'est une question qu'on pourrait se poser pour le Blayais, par exemple, dont je rappelle qu'il a fait l'objet d'une inondation tout à fait importante en 1999, avec un risque, ne passait pas loin d'un véritable risque. Voilà, donc ce sujet doit être également traité pour le nucléaire. Autre sujet majeur, et j'en terminerai là, c'est la question des infrastructures et de leur résilience. Par exemple, la question de la tenue des lignes électriques est un sujet. En cas de tempête, nous savons tous que les lignes tombent. À partir de quel moment le rapport coût-avantage conduit-il à un enfouissement des lignes? Donc, c'est déjà le cas pour les lignes à basse et moyenne tension. C'est beaucoup plus coûteux pour les lignes à très haute tension, néanmoins. Avec l'augmentation des tempêtes, des ouragans, des vents violents, c'est une question que l'on peut se poser, en particulier pour les territoires qui sont particulièrement exposés à ce type de risque. Je terminerai en disant que la question de l'adaptation de notre mix énergétique dans sa globalité aux données contemporaines est une question centrale qui dépasse bien sûr le cadre de ce webinaire, mais qui bien évidemment commandera notre capacité ou non à anticiper, ce qui n'a pas été tout à fait le cas, sans être désagréable pour personne jusqu'à présent. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je passe la parole à Myriam Maestroni. Merci Corinne et bonjour à tous. Alors, je dois dire que quand Corinne Lepage m'a sollicité sur ce sujet, voilà, il a fallu que je travaille un petit peu parce que force est de constater, et quand j'ai interrogé les gens autour de moi, que c'est un sujet encore assez nouveau. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi et ce qu'il en était, et je vais me permettre, même si je sais que nous avons affaire à un public avisé, peut-être de revenir sur quelques notions de base. Il y en a trois. La première, c'est bien sûr l'atténuation. La deuxième, c'est l'adaptation. Et la troisième, c'est la résilience. Pourquoi ces notions sont importantes? Parce que jusqu'à très récemment, on ne parlait que d'atténuation. Et l'objectif majeur était finalement
de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettraient de réduire les émissions, comme cela avait été d'ailleurs accordé par ce fameux 1,5 degré figé dans les accords de Paris. Et finalement, il y avait un espoir immense d'y arriver. Voilà, on était. Et quelque part, est-ce que c'est tout à fait réel ou pas? Voilà, on n'a pas trop la réponse aujourd'hui. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que malheureusement, le tic-tac de l'horloge climatique est bien présent et que la question de l'atténuation ne va pas suffire. Et je vais revenir sur ce sujet dans un instant, mais je veux juste attirer votre attention pour donner quelques chiffres. Entre 1850 et 2020, on a émis dans l'atmosphère 2430 milliards de tonnes donc, de CO2 ou gigatonnes. On a démontré qu'à partir de 3300 gigatonnes, on passait cette fameuse barrière du 1,5 degré. On s'est dit pendant longtemps ce sera le cas en 2100. Aujourd'hui, on sait qu'au rythme actuel d'émissions de 40 gigatonnes par an, on en a pour moins de 20 ans pour épuiser le budget carbone pour ne pas dépasser le 1,5 degré. Et on a vu pendant cet été que malheureusement, ça allait encore plus vite que prévu, avec d'ailleurs un cas particulier pour la France, où on a relevé 1,7 degré en plus par rapport à l'Europe, où on est à 1,1 degré. Et donc, quelque part, cette atténuation, c'est quand même un enjeu majeur parce que l'idée, c'était d'ici à 2050 de ramener les émissions de 40 à 8 milliards de tonnes par an maximum, ce qui veut dire diviser par 5 nos émissions, alors que le PIB sera multiplié par 10 et que la population par rapport à 1950 aura été multipliée par 4. Donc vous voyez un petit peu déjà le travail de Romain que signifie l'atténuation. Et donc quand le dernier rapport du GIEC arrive en disant pour la première fois l'atténuation, ça ne va pas suffire et donc leur dernier rapport parle d'adaptation, là, c'est quand même un pavé dans la mare parce que l'adaptation, quelque part, on assume qu'on ne va pas y arriver. Et c'est là d'où naît un premier paradoxe. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile sur un plan politique et réglementaire et de pouvoir à la fois pousser le levier d'accélération sur l'atténuation et en même temps le frein quelque part de l'adaptation parce que c'est deux propos un petit peu paradoxaux. D'un côté, on doit se dire on va y arriver, de l'autre, le fait de parler d'adaptation signifie que le challenge est quand même lourd à relever. Et donc, le troisième niveau, alors, juste pour ajouter quelques éléments dans la question de l'adaptation, évidemment, vous savez que le nombre d'émissions des uns et des autres n'est pas le même. Les émissions dans le monde sont émises de façon très inégale. Aujourd'hui, 43% des émissions proviennent de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande. C'est une population de 22% qui va produire pratiquement la moitié des émissions, alors que l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, qui représentent 60% de la population mondiale, vont représenter moins de 15% des émissions. Et d'ailleurs, ce sera, je pense, un des chapitres sur les fameux fonds verts qui n'ont pas été résolus lors de la prochaine COP en Égypte. Et enfin, troisième notion, alors là, c'est vraiment... voilà, on doit le subir et on a vu cet été qu'on avait subi des canicules chez nous, mais des inondations au Pakistan où à l'heure où je vous parle, la moitié de la population est encore inondée et plus de 50 millions de personnes ont été déplacées, c'est absolument énorme. En Australie, où il y a 2 ans, c'était des incendies qu'on n'arrivait pas à éteindre et on est passé aux inondations. Enfin, on a des exemples partout dans le monde. Chez nous, en France, soit plus de 60 000 hectares ont été détruits par les feux de forêt dans les Landes, mais pas que. Il y a plein d'autres régions de France qui ont souffert. Donc, on voit que malheureusement, partout, c'est même plus atténuation, adaptation, c'est de la résilience. Et la résilience, il y a plusieurs définitions de la résilience.
mais celui qui en parle le mieux, bien sûr, c'est notre grand Boris Cyrulnik, et il dit, lui, tout simplement, c'est rien de plus simple que la théorie de la résilience, je le cite, il s'agit juste de savoir comment reprendre un développement après une agonie psychique, c'est-à-dire là on en est à la capacité à surmonter un choc traumatique, et c'est bien ce dont on parle, parce que je ne sais pas si parmi l'auditoire il y a des personnes qui ont eu le malheur de vivre un phénomène extrême. Il est évident que c'est une déconstruction absolument terrible qui va obliger à aller chercher des ressources qu'on n'imagine même pas. Et au-delà de ce que ça peut représenter au niveau individuel, vous savez peut-être qu'un un grand philosophe de l'environnement australien, dans Les émotions de la Terre, qui est un livre absolument à lire, donc il s'appelle Glenn Albrecht, ce monsieur, nous parle de solastalgie. Et solastalgie est un terme qui a fait son apparition dans le dictionnaire il y a très peu de temps, il y a 2-3 ans, et lui, il parle pour la solastalgie d'une forme de souffrance ou de détresse psychique ou existentielle causée spécifiquement par des changements environnementaux passés, actuels ou attendus, et qui clairement vont affecter les écosystèmes, la biodiversité, et donc s'étendre à tous les phénomènes extrêmes que l'on connaît liés au réchauffement climatique. Et on parle de plus en plus, peut-être moins de solastalgie, mais de plus en plus d'éco-anxiété, qui est un phénomène de plus en plus important chez les jeunes. Donc pourquoi je tenais à faire un petit peu ce distinguo entre les notions liées à ces sujets de lutte contre le changement climatique? Parce qu'on est à un moment où il n'y a plus d'autre choix que de s'adapter en plus de tout le reste, je dirais. Et cela va passer par des réglementations qu'on va pouvoir approfondir, parce que je crois que l'ouverture a été suffisamment claire sur ce sujet, mais surtout par une double réflexion, je dirais. La première, c'est que finalement, on parle à la fois au bon moment et au mauvais moment de ce sujet. Au bon moment parce que dans le 6e rapport du GIEC, comme je vous le disais, pour la première fois, il va être pratiquement dédié qu'à l'adaptation, ce rapport. Donc voilà, hein, c'est un clair constat du fait que tous ces changements vont plus vite et sont plus importants et plus systémiques que ce qu'on avait imaginé. Et le deuxième, c'est qu'on est en plein dans cette crise de l'énergie russo-ukrainienne, qui fait qu'au moment finalement où on avait décidé et où on devrait faire le plus d'efforts pour aller à la fois trouver des mécanismes pour adapter et éventuellement des méthodologies pour se rendre résilient, y compris des mécanismes psychologiques, eh bien, on se retrouve à devoir compenser le gaz naturel, qui, je le rappelle, n'est pas la solution idéale, mais quand même le moins polluant des 3 énergies fossiles sur lesquelles s'est assis toute la construction depuis la révolution industrielle de notre société, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, et c'est dans cet ordre. Le charbon émet plus de 1000 grammes de CO2 par kilogramme. Et évidemment, on est au quart ou à peu près pour le gaz. Et au moment donc, où on parle de ces questions d'adaptation plus prégnantes que jamais, on se retrouve à devoir importer, à trouver d'autres fournisseurs que la Russie, et à importer du GNL, dont l'empreinte environnementale est 2,5 fois plus importante que le gaz qui va être transporté par gazoduc, premièrement. Deuxièmement, à surémettre du gaz naturel, parce que vous avez vu, comme moi, les questions de fuite, et donc le gaz naturel est aussi un gaz à effet de serre important, le méthane. Et puis surtout, au-delà de 2,5 fois le bilan carbone pour ce GNL, eh bien, on va l'importer d'autres pays avec lesquels on va créer d'autres dépendances, le Qatar, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, mais aussi on va l'importer des États-Unis,
qui n'ont pas interdit, comme nous l'avons fait depuis 2011, la fracturation hydraulique, et donc le GNL américain que l'on va importer sur le territoire européen provient de cette fracturation hydraulique. Donc vous voyez que entre déjà gérer le paradoxe de l'adaptation, de l'atténuation versus adaptation, et cela au moment où on devait partir dans la feuille de route de 2030 de l'Union européenne avec le package, le jumbo package, je vais en dire un mot dans un instant, Fit for 55, et la guerre russo-ukrainienne, c'est vraiment marcher sur des œufs que de poser ce sujet. Mais comme Corinne est courageuse, elle lance toujours des sujets prégnants d'actualité. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire en introduction, peut-être avant de laisser réagir Corinne à ses propos et à ses circonstances. On n'entend pas. Non, je te remercie d'avoir fait cette description des différences entre la résilience, l'adaptation, pour bien comprendre ce dont on parle. C'est vrai que c'est un sujet nouveau, en particulier sur la question énergétique, parce que l'adaptation, par exemple, on en a parlé pour les îlots de chaleur dans les villes, des choses comme ça, qui sont très concrètes. Mais quand on parle d'énergie, on pense pas trop à l'adaptation. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas trop la question de savoir si le modèle qu'on choisit, il va être bien adapté au dérèglement climatique. Et pourtant, je pense que c'est vraiment très important. Qu'est-ce que tu dis? Tu me vois sourire parce que moi, j'ai un peu résolu un bout du paradoxe avec l'efficacité énergétique, qui est à la fois un moyen d'adaptation et d'atténuation. On va en reparler dans un instant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et la sobriété aussi, d'ailleurs. C'est partie de l'efficacité énergétique. On va en reparler. Voilà. Mais donc, oui, de manière globale. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé très rapidement de la question du mix énergétique et de l'approche globale qui mérite une adaptation. Et ensuite, il y a des approches spécifiques. C'est-à-dire que se poser la question, quand on fait une installation de renouvelable, de savoir comment ça va résister en cas d'événements extrêmes, par exemple, quel réseau va permettre de l'acheminer et quelle est la résistance de ce réseau en cas de risque climatique, je pense que c'est une question qui est importante. Et je ne suis pas sûre qu'elle soit aujourd'hui toujours prise en considération. Alors, tout à fait. Alors, je vais revenir sur ce sujet que tu poses tout à fait à propos de l'énergie et l'adaptation. En fait, je pense que tout le monde a en tête que notre feuille de route entre 2010 et 2020 était le fameux 3 x 20. Donc, c'était assez simple, hein, baisse des émissions de gaz à effet de serre 20%, ça a été revu après, mais bon, c'était marketé sous 3 x 20, on va rester là-dessus. Par des énergies renouvelables qui devaient à minima être de 20%, pareil, ça a été renouvelé à la hausse, mais c'est pour garder l'esprit des 3 x 20. Et enfin, dernier point, performance d'efficacité énergétique, c'est-à-dire un moins 20% de baisse de consommation d'énergie. Bon, comme on arrivait à la fin de la période 2020, on a fait une évaluation. Moi, j'ai toujours dit, c'est dommage qu'on ait eu le tiercé gagnant dans le désordre, puisque pour moi, il était extrêmement logique de démarrer par le fait de réduire ses consommations d'énergie. Évidemment, mécaniquement, on a une baisse des émissions de CO2 et puis le reste, on a un mix à prendre en compte réduit où finalement, on va pouvoir réfléchir autrement sur la part des renouvelables. Ce n'est pas du tout le cas et c'est tellement pas le cas que dans le bilan qui vient d'être réalisé sur cette fameux 3 x 20, bon, bah, on apprend tous que finalement les performances énergétiques et donc la réduction des consommations d'énergie est l'objectif qui n'a pas du tout été atteint sur les 3 qui avaient été fixés. Et donc,
on a quelques bons élèves, hein. On a voilà, plutôt la Lettonie, enfin on a plutôt, oui c'est ça, la Grèce ou l'Allemagne qui ont plutôt été bons élèves, mais à l'opposé, on a des pays dans l'Union européenne comme la Lettonie ou Luxembourg qui ont au contraire vu leur consommation d'énergie augmenter, de même que la France où bon, on est à peu près stable, mais enfin avec notre handicap, puisque vous savez que la France a été le seul pays de l'Union européenne à ne pas atteindre la part des 23% d'énergie renouvelable dans son mix et rester à 19,5%, ce qui est un sujet à part entière. Bon. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce qui est à nouveau, on va vous parler beaucoup de paradoxes, c'est qu'au moment où on parle d'adaptation, on s'aperçoit le prix à payer de ce manque finalement de prise en compte de l'efficacité énergétique qui est la base à la fois d'une mesure d'atténuation, puisque mécaniquement, ben, on baisse sa consommation, comme je viens de le dire, ça baisse les émissions de gaz à effet de serre et le CO2, équation de combustion classique, et d'adaptation, puisque quelque part, on va apprendre au travers de la chaîne de l'efficacité énergétique comment penser autrement et ses habitudes et son logement. Laissez-moi vous expliquer un peu plus clairement ce sujet. Malheureusement, et c'est certainement la raison pour laquelle l'efficacité énergétique est en retard, quand on parle d'efficacité énergétique, chacun y va de sa petite définition. Donc, on va avoir les fabricants de thermostats intelligents qui vont vous parler d'efficacité énergétique vue par le prisme de Nest, qui a été un des symboles des thermostats intelligents. On va avoir les linkers, les linkies qui vont nous expliquer que c'est Linky qui est à la base de l'efficacité énergétique, etc. En réalité, le gros problème de l'efficacité énergétique, c'est que c'est une approche qui est basée sur 5 leviers qui sont absolument indissociables et sur lesquels on va itérer. Le premier de ces leviers pour réduire ses consommations d'énergie, c'est déjà de comprendre sa facture, ce qui n'est pas un petit problème. Et il faut la comprendre. Pourquoi? Parce que depuis quelques années maintenant, on a un marché dérégulé ou en voie de dérégulation qui va permettre de choisir un fournisseur alors que pendant longtemps, on était dans des monopoles. Et quand on veut changer de fournisseur, bon, on va peut-être pas faire des réductions en valeur absolue, mais en consommation absolue. Par contre, en valeur, on va voir que certains sont plus chers, sont moins chers, d'autres une partie fixe plus chère, d'autres une partie, un terme fixe plus cher, d'autres une partie variable plus chère. Et puis, on va surtout s'apercevoir que parmi les fournisseurs, il y en a qui ont des offres vertes, c'est-à-dire qui vont garantir que l'électricité notamment va être d'origine verte, c'est-à-dire produite à partir d'électricité de sources renouvelables. Deuxième levier, ce sont les comportements. Et on sait aujourd'hui que dans les comportements, on peut avoir des variations de 10 jusqu'à 20% à moins sur ces factures. Et ces deux premiers piliers seraient ce que j'appelle la sobriété. Les comportements, ben voilà, il y a une pub que j'aime bien dans les pays du Nord où on dit si on prenait des bains, on passe à la douche, et si on chantait des chansons plutôt courtes, il y a tout un tas de comportements, je ne vais pas en faire la liste, mais s'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers, pour réduire ces consommations. Troisième levier, c'est la rénovation. Et là, on est vraiment dans l'adaptation. On a 100 millions de logements en France en surconsommation d'énergie. En 2006, on a découvert qu'on avait les logements A, B, C, D, E, F, G. Quand on est dans un logement G, on dépense plus de 450 kWh par mètre carré par an, ce qui est 9 fois plus qu'un logement classé en A. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a pris à bras le corps la question de la rénovation? Non. Et vient s'ajouter, alors qu'on n'y a pas suffisamment encore pris le sujet à bras le corps, les problèmes spécifiques liés aux fissures, avec la sécheresse notamment. Donc, on voit que le sujet de la rénovation va être de plus en plus prégnant et on n'a pas encore ni toutes les solutions techniques, ni tous les professionnels sur le terrain pour pouvoir y répondre. Et évidemment, je ne parle même pas de quels travaux faire, par qui les faire faire, comment les financer, à quelles aides à ton droit, etc. Quatrième levier, ce sont les smart technologies, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre de monitorer nos consommations et éventuellement de rétroagir sur nos comportements ou de détecter des surconsommations ou de nous comparer à d'autres, y compris d'utiliser ces smart technologies pour ajuster son chauffage sur des plages horaires, réguler les températures en absence dans les pièces qu'on n'utilise pas, etc. Et le cinquième levier, c'est l'autoconsommation.
on a tout à fait la possibilité de produire sa propre énergie, et l'énergie que l'on ne va pas produire ou que l'on va produire soi-même, on ne va pas aller la chercher sur le réseau, et en plus par nature elle est adaptative. Pourquoi? Parce que Corinne l'a très bien dit tout à l'heure, les grands réseaux, ce sont ceux qui vont le plus souffrir en cas d'inondation, en cas d'incendie. Et donc, quand on est sur des micro-boucles, parce qu'on est capable de produire son énergie pour soi-même, ou sur une boucle étroite, ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle ou l'autoconsommation collective, eh bien, on va à la fois être dans un principe d'atténuation et d'adaptation. Voilà, j'espère que j'étais assez précise, mais je voulais expliquer qu'il y avait parfois d'heureux exemples qui permettaient de faire se rejoindre cette notion d'atténuation et d'adaptation, petit a, et petit b, de à la fois permettre à chacun de réduire son impact en termes de CO2, mais également son impact en termes budgétaires, puisque ce qui nous préoccupe à tous aujourd'hui, c'est le budget alloué à l'énergie. Sans les effets boucliers, clairement 95% des Français sont en situation de précarité énergétique. C'est très grave la situation. Voilà, et donc, et puis de confort, bien sûr, puisqu'une maison qui est mieux isolée et mieux préparée et a un confort bien plus important. Donc, vous voyez, on n'est qu'au début de solutions qui pourraient à la fois attaquer cette double question de l'atténuation, de l'adaptation. Merci. Est-ce que nous avons des questions? Alors, une première question. La méthodologie présentée par Madame Lepage en introduction vous semble-t-elle perfectible? Si oui, sur quel point? Ah, c'est pour toi cette question, Myriam. C'est pas ma méthodologie, hein, c'est celle de l'Union européenne. Ce que j'ai raconté, c'est le règlement de juin 2021. Donc, en fait, Madame Lepage a parlé du principe de taxonomie qui permet de classer les investissements. Je vais peut-être rajouter à ce principe de taxonomie le principe de ce qu'on appelle la réglementation SFDR, dans la Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui va finalement être une double contrainte pour flécher les flux financiers, donc pour les banques, les assurances, les fonds de private equity, d'investissement, etc., de à la fois s'assurer qu'ils vont investir dans les bons secteurs et en même temps de savoir, de le discloser, c'est-à-dire de faire un reporting spécifique. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'essayer de comprendre et de s'adapter surtout à ce qu'on appelle l'article 8 et l'article 9 de ce SFDR, donc Sustainable Finance Disclosure Regulation. L'article 8 va simplement, c'est déjà pas mal, flécher les moyens financiers vers les secteurs qui vont qui vont permettre voilà, qui vont pas être en contradiction avec le changement climatique, la lutte contre le changement climatique. L'article 9 va être un peu plus exigeant puisqu'il va clairement, ces investissements ont une vocation claire à contribuer à une activité durable et à un objectif environnemental. Il y a 6 catégories, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les dire de mémoire, mais on a les ENR, l'eau, la terre, la diminution des déchets, des gaz à effet de serre, l'économie circulaire, la biodiversité, la formation des salariés. Donc, on va avoir plusieurs critères qui vont finalement obliger les investisseurs à apporter des réponses pour réparer en partie l'économie. Donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait une classification, que ce soit à travers de la taxonomie ou à travers des obligations de reporting, c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, me prononcer sur est-ce perfectible ou pas, ce serait bien prétentieux de ma part. Je pense qu'on va voir à l'usage comment tout ça va se mettre en place. À nouveau, j'ai encore plus de mal à répondre à cette question parce que c'est un vrai crève-cœur pour moi. On voit repartir des investissements, en tout cas réouvrir des centrales à charbon, réouvrir ou ouvrir des infrastructures de GNL. Et donc, par rapport au principe que j'évoquais, on a le do not significantly harm, donc de ne pas
porter un préjudice à ces objectifs. Et je ne suis pas sûre qu'avec la situation actuelle, finalement, on ne soit pas en train d'apporter un préjudice. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, parfois, il faut gérer les objectifs de court terme et puis remettre ceux de moyen terme, hein, parce que 2030, c'est demain, à plus tard. Et 2030 est une étape extrêmement importante avec la feuille de route donc, qui va permettre de savoir si on pourra ou pas atteindre la neutralité carbone à 2050. Et cette feuille de route, c'est une méga révision. Je crois que jamais avant l'Union européenne n'a révisé autant de directives en même temps. On appelle ça le Jumbo Package, c'est le Fit for 55. Il y a 12 directives existantes qui sont en train d'être révisées pour accélérer la lutte en général sur tous les plans contre le changement climatique. Oui, ce n'est pas une réponse facile, mais on est vraiment en plein magma. Ça bouillonne de partout pour essayer de trouver des bonnes réponses et des bons référentiels. Alors, je dirais que tout est toujours perfectible, bien sûr, mais je pense que c'est une méthodologie qui a le mérite d'abord d'exister, ensuite d'être uniforme dans toute l'Europe et donc de pouvoir donner un cadre de référence et de comparaison. Myriam a tout à fait raison d'insister sur l'importance de ce qui est en train de se passer dans le monde de la finance avec cette obligation d'avoir des fonds qui sont alors ou total 100% verts, article 9, ou inscrit dans la durabilité, article 8, avec des contrôles qui vont évidemment se mettre en place, des risques réputationnels si on opte pour du 9 alors qu'en réalité on est dans du 8, et pour travailler avec un certain nombre d'investisseurs, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement attentifs à ce point-là. Et la question de l'adaptation est une question qui est importante sur un plan technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est très importante sur un plan financier. Parce qu'une installation qui n'est pas adaptée est une adaptation à risque financier. Vous avez une installation qui est susceptible d'être démontée par une tempête, votre actif, il vaut 0 une fois qu'il est démonté. Alors, vous pouvez être assuré, vous pouvez essayer de couvrir un certain nombre de choses, mais enfin, la question de l'assurance est encore un autre sujet hein, qu'on pourrait peut-être aborder du reste dans ces différents webinaires consacrés à l'adaptation. Voilà, donc moi je pense que c'est une méthode qui est utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une remarque. L'autoconsommation individuelle ou collective ne permet pas la plupart du temps de s'affranchir du réseau. Cela ne résout donc pas la question de la vulnérabilité. Elle a raison. C'est vrai réglementairement, c'est pas vrai techniquement. Malheureusement, vous avez raison, on repart sur les réseaux, mais techniquement, c'est assez facile d'utiliser sa propre énergie, même si aujourd'hui, effectivement, on a la question du TURP et de la considération militaire. Mais physiquement, si demain les réseaux sont cassés, c'est assez facile de trouver quelqu'un qui va connecter l'électricité. Ce serait vrai d'ailleurs aussi pour le solaire thermique. C'est absolument ahurissant qu'on n'ait pas des chauffe-eau thermiques sur nos maisons. Vous savez que les deux principaux postes de consommation en France, c'est le chauffage. Et d'ailleurs, la France est le pays où il y a le plus de chauffage électrique. Et bien sûr, l'eau chaude sanitaire. Et pour l'eau chaude sanitaire, dans tous les pays, ou dans plein de pays aujourd'hui, on a des chauffe-eau, donc pas du photovoltaïque, mais du solaire thermique. Donc, garantie que réglementation ou pas, moi j'en ai un chez moi, quand vous avez l'eau chaude qui est faite sur votre toit, vous l'utilisez directement. Donc c'est en ce sens technique que je veux parler d'adaptation, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question pour laquelle, je dirais, je milite très activement. C'est que je pense qu'il n'y aura pas de développement massif de l'autoconsommation collective tant qu'il n'y aura pas une révision de la question du TURP et donc la possibilité donnée, lorsqu'on crée une opération d'autoconsommation collective, de créer un réseau interne et donc de s'affranchir du paiement du TURP. Parce que si on a un réseau interne, il n'y a plus de raison de payer le réseau public. Donc, on payerait à l'entrée et à la sortie du réseau interne pour l'équilibrage du réseau, ça c'est normal.
Mais en revanche, à l'intérieur, ça pourrait être libre. Et à ce moment-là, les opérations d'autoconsommation collective deviendraient parfaitement rentables, ce qu'elles ne sont pas aujourd'hui. Donc, la question de l'adaptation rejoint la question de la rentabilité de ces opérations. Alors, on a une question. RTE annonce des coupures d'électricité cet hiver si on ne baisse pas la consommation nationale. Votre avis? Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Juste, en fait, tu as posé tout à l'heure une excellente question sur le mix énergétique, qui est un vrai sujet, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 100 scénarios pour être net zéro à 2050. Malheureusement, moi, je n'ai pas encore vu le scénario européen décliné par pays et par territoire, parce que c'est vraiment cette maille qui compte, pour le net zéro. Et ça pose un problème majeur, parce que, vous voyez, en France, et Corinne a parlé du nucléaire, moi, je trouve, et on connaît nos positions politiques, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en être réduit encore à avoir la France qui est pour le nucléaire et la France qui est contre le nucléaire, c'est vraiment une ultra simplification qui est à se taper la tête contre les murs, quoi. Parce que si demain, c'est pas ce que je souhaite, mais dans l'Union européenne, on dit, dans notre mix européen, on a 20% de nucléaire et c'est la France qui prend 90% de ça, bah, pourquoi pas? C'est pas ce avec quoi je suis d'accord, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a un vrai sujet en général, au-delà de comment se projeter sur, parce qu'il y a aussi l'efficacité énergétique, etc., sur ce mix qui pose vraiment question. Pardon, Corinne. Non, mais je pense que si on dit qu'il y a des risques de coupure, c'est que parce qu'on a un problème majeur. On est en train de nous dire que c'est la guerre en Ukraine qui est la source de tous nos malheurs. C'est pas vrai. Je suis désolée de dire que c'est faux. C'est la source d'une partie de nos malheurs, mais pas de tous nos malheurs. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous produisons moitié moins d'électricité que nous produisions. Ce qui signifie que, un, on n'a pas ce qu'il nous faut à nous, et que deux, on est fortement importateur d'électricité européenne, ce qui crée un problème au niveau de tout le marché européen de l'électricité. Parce que la France était un gros exportateur hors période de pointe. Période de pointe, on est importateur à cause du chauffage électrique, justement. Et il faut savoir que en période de pointe, de froid, la France représente 50% de la pointe européenne. Donc, on n'a évidemment pas, même si on avait nos 56 réacteurs qui marchaient, de quoi nous alimenter. Donc, quand il fait très froid, on est toujours importateur. Mais en temps normal, nous étions exportateurs. Or là, nous ne le sommes plus puisque nous avons 50%, même plus, de notre parc qui est à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de risque de coupure d'électricité. Notre problème à nous, ce n'est pas en alimentation en gaz, donc pour le chauffage, c'est vraiment l'électricité. Donc nous importons de l'électricité des autres pays européens, sauf que le montage du marché européen avait été fait avec un gros volume nucléaire français qui n'existe plus. Donc les Européens, ils produisent ce qu'ils peuvent produire. Donc effectivement, s'il fait très froid cet hiver, il y a un vrai risque que nous manquions d'électricité de manière physique. J'adore quand tu parles comme ça, Corinne, parce que dans cette dichotomie des pour et des contre nucléaires, ça simplifie le débat pour essayer de faire penser que les contre seraient complètement les trois premières lettres du mot et les pour auraient tout compris, alors qu'on met des nuances qui sont importantes à ces sujets. Et je pense que ça va nous occuper beaucoup dans les politiques, évidemment, le poids que l'on pourra, les politiques d'atténuation et slash adaptation et résilience, bon, mais et donc la mise en œuvre des réglementations telles qu'on va les avoir, d'où le fait que Corinne a tiré l'attention de tout le monde sur un sujet qui est brûlant, qui est justement finalement l'implantation des centrales, comme je l'ai fait sur le GNL, l'implantation de centrales nucléaires hors cadre classique, du fait justement de cette énorme pression de la guerre en Ukraine qui parfois nous fait
perdre la boussole ou pourrait nous faire perdre la boussole de ce net zéro. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une autre remarque. La construction bioclimatique couplée à l'économie circulaire, dont la déconstruction, est davantage porteuse d'espoir que la rénovation qui ne tient pas compte de la capacité financière des foyers modestes et qui aura l'effet pervers de booster les filières mafieuses des déchets du bâtiment. Tu veux répondre? Bah, je suis d'accord, sauf que si on était en Chine, je vous dirais, vous avez 1000 fois raison. Quand ils décident de rénover un quartier, ils cassent tout, ils mettent tout à la poubelle et puis ils recommencent neuf. Et évidemment, quand on fait du neuf, on fait du bioclimatique, on fait du A, on fait du bas carbone, on fait tout ce qu'on a envie. Et c'est de la rénovation intégrale. Est-ce que on peut aujourd'hui imaginer que nos 30 millions de logements peuvent être refaits à neuf et devenir bioclimatiques sans passer par la case rénovation? Je ne suis pas sûre. Donc, je crois qu'on parle d'enjeux différents. Le marché de la construction est un marché qui est clair, qui est existant, qu'il faut pousser et sur lequel il faut utiliser toutes les méthodes les plus en pointe en matière de climat. Ça pose aussi la question de la RE 2020 versus la RT 2012. Ça pose la question du bioclimatique, ça pose la question de construire en voyant dans l'édifice une mine à matériaux. Il y a des sociétés en Europe qui commencent à faire ça et qui sont vraiment très avancées sur le sujet. Ça pose la question de choses beaucoup plus bêtes d'imposer quand on construit, pourquoi pas, des chauffe-eau solaires sur les toits. Maintenant, malheureusement, voilà, là, je suis à Paris avec autour de moi des Haussmanniens, pas si facile que ça de traiter le sujet de façon homogène dans les pays matures. Alors, j'espère simplement que les pays qui vont se développer vont apprendre de chez nous. Et je pense qu'un des efforts serait beaucoup plus de R&D, ça c'est sûr, région par région, pour voir comment mieux rénover, parce qu'il y a des endroits aujourd'hui, malheureusement, même pas rénovables, que ce soit en reconstruction ou en rénovation, parce qu'on n'a pas les technologies qu'on devrait avoir. Je pense que la France devrait être en pointe, par exemple, sur la rénovation des bâtiments historiques. On a difficilement de quoi s'adapter. On commence à avoir quelques trucs qui sortent, mais on est encore loin d'être dans l'épure de ce qu'on devrait avoir. Donc, je pense qu'il faut être très humble et aborder le marché. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'ai lu une étude il y a récemment, la rénovation énergétique va mieux dans le non-urbain que dans les grandes villes. Parce que quand on a une maison individuelle, c'est 50% du parc aujourd'hui, on va avoir plus la main que quand on est dans une copropriété où ça va prendre beaucoup plus de temps et où les technologies à mettre en œuvre risquent d'être plus compliquées. Donc, c'est un marché qu'on doit aborder avec des segments et quand on peut reconstruire, tant mieux. Quand on doit construire un neuf, vous avez raison. Maintenant, est-ce que c'est le cas partout? Je ne suis pas sûre. Autre question? Nous n'avons pas d'autres questions. Écoutez, il me reste à vous remercier, à remercier vivement Myriam Maestroni. Vous trouverez sur le site à peu près le topo que je vous ai fait. Ce webinaire est en replay sur notre chaîne YouTube, donc éminemment accessible, peut-être aussi sur la Fondation U5T, je ne sais pas, Myriam, si tu le mettras. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le 3e webinaire consacré à l'adaptation qui aura donc lieu dans 15 jours. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Au revoir.